몰라서 다도마 잘남기니 신신난게게 잠내기 누군데 음 준비도 주문한부터 써다 나는 신기지 러주기회 신년한부터 나는 신기지 추러 보모 요소 버려야 도마 어 공업사에 Tout d'abord, à ceux qui suivent ces enseignements en ligne, 근데 les communautés monastiques, lieux de refuge, 가장 좀 못튀내다 쉬어야 constitués d'une part par les nonnes et d'autre part par les moines, ainsi qu'à tous les maîtres spirituels, érudits et dotés des moyens habiles, ainsi qu'à tous les amis du Dharma, femmes et hommes, à vous tous. Je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Aujourd'hui, nous poursuivons l'enseignement de la dernière fois. Par conséquent, le sujet en question, ce sont les héritiers des enseignements du Bouddha, les héritiers patriarches, comme on pourrait dire. Donc à ce sujet, les héritiers patriarches qui ont succédé au Bouddha Shakyamuni, il y a d'une part les descriptions qui viennent du nord, d'autre part, deuxièmement, les descriptions venant de la tradition tibétaine, et la troisième venant des traditions du sud. Donc trois traditions pour décrire ces patriarches, ces héritiers patriarches. Et la fois d'avant, on a abordé les récits venant de la tradition du nord. Et aujourd'hui, nous allons voir les cinq héritiers patriarches suivant les récits de Ashoka Avadana et du Sutra Ashoka. Alors la fois d'avant, on avait étudié le texte chinois, les chroniques de la transmission du Dharma. Et donc, antérieur ou contemporain à ces chroniques de la transmission du Dharma sont ces deux textes très importants que sont, qu'on vient de citer, Ashoka Vadana et le Sutra Ashoka. Alors tout d'abord, Ashoka Vadana, il a été traduit pendant la période Jin par Han Fa-chien. Donc on s'y situe aux alentours du 3e siècle. Ensuite, le Sutra Ashoka, l'autre texte, traduit pendant la période Liang et attribué au maître Sanghavarman, donc aux alentours du 5e siècle. Donc ces deux textes sont très importants dans l'étude donc des héritiers patriarches durant l'époque du roi Ashoka. Il y a aussi un texte chinois qui est important, donc un manuscrit chinois qui traduit le Divyavadana. Donc il est important d'une part parce qu'on le situe à peu près au 2e siècle, donc on a la traduction en chinois, et la particularité c'est que ce texte donne une transmission, une description qui est similaire au texte Ashoka Avadana. Alors les deux textes, l'Ashoka Avadana et le Sutra Ashoka, ne donnent pas une lignée aussi longue que celle qu'on a vue la fois précédente avec les chroniques de transmission du Dharma où il y avait plus d'une vingtaine de maîtres. Là, ici, il y en a simplement 5.
Alors, qui sont ces 5 maîtres, 5 héritiers patriarches qui se succèdent au Bouddha? Le premier, c'est Mahakasyapa, ensuite c'est Ananda. Ensuite, on mentionne Madhyantika, mais là, c'est sujet à discussion, comme nous allons voir. Ensuite vient Shanavasa et le 5e, Upagupta. Ainsi, on a 5 héritiers patriarches. Et Upagupta, le 5e qui est cité, il est mentionné comme étant le maître racine du roi Ashoka même. Et là, comme on vient de dire, il y a un sujet à discussion concernant Madhyantika. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, dans ces deux textes, le Ashoka Avadana et le Sutra Ashoka, Madhyantika, donc c'est le nom en sanskrit, donc il a été ordonné en même temps que Sanavasa, donc ce sont deux comme des frères du Dharma. Et les deux par Ananda, les deux sont disciples de Ananda peu avant la mort d'Ananda. Et Ananda va confier la responsabilité à Madhyantika de développer les enseignements du Bouddha dans les régions du Cachemire. Mais ensuite, là où c'est pas clair, c'est la connexion qu'il y a entre Madhyantika, Sanavasa et Upagupta. Et en plus, il y a une contradiction dans certaines séquences du texte. Alors, quelles sont ces contradictions? Alors, dans le sutra, lorsqu'on évoque comment les enseignements sont transmis à Dittika, donc il est évoqué que dans un premier temps, c'est Ananda qui transmet à Madhyantika, ensuite Madhyantika à Shanavasa, puis Shanavasa à Upagupta. Mais si ça s'est passé comme ainsi décrit, dans un autre passage où Ananda s'adresse à Madhyantika, qu'est-ce que Ananda dit à Madhyantika? Voici la citation. Mahakasyapa m'a confié les enseignements avant de partir en parinirvana. Maintenant, je vais partir en parinirvana. Par conséquent, tu dois prendre en charge les enseignements du Bouddha et les protéger. Donc ça, c'est parole d'Ananda à Shanavasa, qu'on retrouve donc dans le même texte, un peu plus à un endroit différent. Mais de la même façon, dans les sutras des sujets mineurs du Vinaya, dans la version de l'école Mula Sarvastivada, alors donc dans ce texte, il est prophétisé que 100 ans après le parinirvana du Bhagavan, un moine nommé Madhyantika viendra, il entrera dans les enseignements, par conséquent, fils entre dans les enseignements. Donc ce texte du Vinaya mentionne la venue de Madhyantika 100 ans après le parinirvana du Bouddha. Et de la même façon, c'est mentionné dans Ashoka Avadana. Et le troisième chapitre des grands récits de voyage dans les régions de l'Ouest, il est mentionné que il naît 50 ans après le parinirvana du Bouddha et que il devient détenteur des enseignements de sens d'Ananda. Et de la même façon, de nombreuses sources de la transmission du Nord expliquent que suite
à la prophétie d'Ananda, Madhyantika se rend au Cachemire pour développer, pour diffuser les enseignements. Mais là où le point n'est pas clair, c'est si Madhyantika est disciple direct d'Ananda ou pas. Par exemple, suivant les textes du Sri Lanka, Madhyantika se serait rendu au Cachemire à l'époque d'Ashoka, suivant les instructions de Moggaliputta-Tissa, et que ça serait produit aux environs de 160 ans après le parinirvana du Bouddha. Et par conséquent, dans ces textes du Sri Lanka, ce n'est pas Ananda qui lui demande de se rendre au Cachemire, mais Moggaliputta-Tissa. Et donc, selon les récits du Sri Lanka, c'est situé aux environs de 160 ans après le parinirvana du Bouddha. Et donc, une raison de ces désaccords vient du fait qu'il y a cette impression qu'il y a certains qui insistent pour que Madhyantika figure parmi les héritiers patriarches. Et notamment, si on se réfère à l'histoire du bouddhisme en Inde, œuvre de Taranatha, voilà l'extrait en question. Donc vraiment, on va donner juste les grandes lignes ici. Donc, dans la tradition du Cachemire, donc suivant cette tradition, Madhyamika doit être considéré comme un des successeurs des enseignements du Dharma, car alors qu'il vivait dans les régions centrales, il a veillé sur le Dharma pendant 15 ans. À cette époque, les disciples de Arya Sanavasa étaient peu nombreux. Et ce n'est qu'après le départ de Madhyantika pour le Cachemire que Sanavasa a pris en charge le Dharma. C'est pourquoi on dit que Madhyantika doit être inclus parmi les héritiers patriarches, et ce qui mène à un total de 8 parmi ces héritiers patriarches. Et selon d'autres, donc c'est Ananda lui aurait confié donc la tâche à la fois donc pour certains Ananda a confié la tâche à Madhyantika de développer le Dharma au Cachemire, mais néanmoins il a confié la charge d'héritier patriarche à Shanavasa. Et donc si on suit cette version, ça ramène à 7 au lieu de 8. Et généralement, la tradition tibétaine suit ce point de vue. Ceci dit, peu importe qui a envoyé Madhyantika au Cachemire, que ce soit Ananda ou pas, indéniablement, Madhyantika a été une figure majeure dans le développement du bouddhisme dans les régions du Cachemire. Et par la suite, donc la grande exposition dans le Cachemire, ou alors l'école des Sarvastivada du Cachemire, donc tout ça sont devenus très très influents. Et donc ils ont eu ce souci d'insérer Madhyantika parmi les héritiers patriarches. D'une façon générale, il y a une des difficultés, c'est qu'il y a deux lignées. Il y a la lignée, donc on parle des héritiers patriarches qui ont la charge de préserver, de faire développer les enseignements du Bouddha, mais parallèlement, il y a aussi la lignée de transmission des vœux. Et par exemple, à ce sujet, il y a discussion. Par exemple, qui a transmis les vœux à Ananda?
Alors, par exemple, euh, on, on dit que le maître qui a transmis les vœux à Ananda, c'est Dashabala Kashyapa. Alors, d'après le grand maître Pawo Tsulakshengwa, Dashabala Kashyapa n'est rien d'autre que Mahakasyapa lui-même. C'est un autre nom de Mahakasyapa. Mais si on suit les Mula Sarvastivada, donc, pardon, suivant les Mula Sarvastivada, qui sont également en accord avec Pawo Tsulakshengwa, Kashyapa Dasabala, c'est Mahakasyapa lui-même. Mais si on se réfère au Mula Sarvastivada, les sujets mineurs, donc c'est les sutras dans la version Mula Sarvastivada, il y a un passage sur les reliques, sur l'offrande des reliques du Bouddha, où il est mentionné que il y a 4 grands Shravaka. Et parmi ces 4, il y a notamment Mahakasyapa et Dasabala Kasyapa. Donc, d'après ce passage-là, on distingue Mahakasyapa et Dasabala Kasyapa. Et par conséquent, que l'on prenne une position ou l'autre, qu'on dise que Mahakasyapa c'est Dasabala Kasyapa, la difficulté c'est qu'il n'y a pas assez de sources qui fait autorité pour pouvoir trancher sur la question. Ensuite, si on suit le Vinaya suivant la version Pali, ce qui est mentionné, c'est que le maître qui transmet les vœux à Nanda, c'est Belatasisa. Et par conséquent, du fait que de cela, beaucoup d'érudits pensent que, en se fondant sur le Vinaya Pali, que Ananda n'a pas reçu les vœux par Mahakasyapa. Et là, le point important ici, c'est de savoir faire la distinction entre la lignée de transmission des vœux, vœux d'ordination, et la lignée des héritiers patriarches. Donc, le premier, c'est Mahakasyapa. Donc, on va commencer par Mahakasyapa. Et on va parler aussi de Ananda. Donc, tout d'abord, Mahakasyapa, c'est la figure incontestable dans la communauté du Bouddha, après le parinirvana du Bouddha lui-même. Et notamment, Mahakasyapa, c'est celui qui réunit le premier conseil. Et dans les 4 Nikayas, donc ces 4 Nikayas, ils existent notamment traduits en chinois, ainsi qu'en pali. Et dans ces 4 Nikayas, il est mentionné que à un moment, le Bouddha offre la moitié de son trône en y installant donc un tapis de méditation et invite Kasyapa à venir s'asseoir pour enseigner le Dharma. À une autre occasion, le Bouddha lui-même échange sa propre robe extérieure avec celle de Mahakasyapa. Et au travers donc de ces témoignages respectueux, manifestes en public, donc ce qui se passe, c'est que après la mort de Shariputra et de Mogglayana, le grand Kasyapa, Mahakasyapa, devient en fait la figure majeure pour représenter le Bouddha. Et même si Ananda n'aurait pas reçu les vœux directement de Mahakasyapa, il n'y avait pas la moindre discussion sur le fait que Mahakasyapa était la figure qui devait succéder au Bouddha Shakyamuni et qui est donc se présente comme étant le premier des héritiers patriarches.
Et dans les 4 Agama et dans le Vinaya, on mentionne des épisodes où Mahakasyapa et Ananda ont certains désaccords. Mais après le Parinirvana du Bouddha, ouais, après le Parinirvana du Bouddha, Shakyamuni, donc on dit qu'il n'y a aucun disciple du Bouddha qui était plus renommé que Ananda, qui avait un rayonnement voilà, autour de la population. Et on dit également que Ananda a vécu longtemps. Et c'est ce qui lui a notamment permis d'avoir toute cette cette influence à un tel point que lors du deuxième conseil, parmi les... donc tout d'abord, donc on dit qu'Ananda a vécu longtemps, notamment parce que si on considère que le Bouddha a tout de suite servi le Bouddha, juste après avoir reçu les vœux, alors donc il devait avoir... non, on sait qu'il a servi pendant 25 ans, et si en comptant Ananda est devenu attendant immédiatement après son ordination, alors Ananda, il devait avoir aux alentours de 45 ans lorsque le Bouddha Shakyamuni passe en parinirvana. Et après ce parinirvana, Ananda a dû donc continuer à vivre au moins 30 à 40 ans pour pouvoir développer son activité. Donc de ces textes, notamment le commentaire en vers des anciens, un texte en pali, ainsi qu'un le grand commentaire sur la centaine de milliers. Donc on en déduit que Ananda a une vie longue, et non seulement cela, on peut remarquer que lors du deuxième conseil, donc même si dans ce deuxième conseil ça a rassemblé plus de 700 grands moines, ceux qui vraiment dirigeaient ce conseil étaient au nombre de 8, et de ces 8, 6 étaient des disciples d'Ananda selon les écritures de différentes écoles. Donc, même si ensuite dans le détail, dans ce deuxième conseil, il y a certaines différences entre les noms de ces 8 principaux moines qui ont dirigé le deuxième conseil. Mais donc, comme on a dit, principalement 6 étaient disciples d'Ananda. Ensuite, d'après l'Ashoka Vadana, ainsi que dans d'autres textes, Shanavasa est le disciple d'Ananda. Et même s'il est né à Rajgrar, là où il a vraiment contribué au développement du Dhamma, c'est dans les régions de l'Ouest. Et dans les différents textes du Vinaya, lorsqu'on parle du deuxième conseil, dans les 8, il y a notamment donc il y a Sambhuta, et dans le texte en pali, on dit Shanavasa Sambhuta. Et ça, si on regarde avec dans le texte du Sri Lanka, on trouve également l'expression d'un grand respect par rapport à ce Sambhuta, ce Sanavasa Sambhuta. Et là, en fait,
Donc, malgré les différences de noms, ça colle. Sammonta ou Sanavasa Sambutta décrivent, sont décrits comme il y a beaucoup de points communs entre ces deux noms. Et notamment dans le texte pali Sanasatika Kandaka, où on parle de Sanavasa Sambutta et le Shanavasa du sutra de Ashoka. Tous deux sont disciples d'Ananda, tous deux viennent au même moment, et également qu'ils viennent d'une même région montagneuse. Donc même si d'un texte à l'autre, le nom de la région diffère, la région semble être la même parce que justement les deux textes montrent clairement que la région montagneuse en question pouvait être atteinte par un voyage en barque. Et donc pour ces raisons, donc ces différentes coïncidences, une grande partie des chercheurs en fait pensent que Shanavasa et Sambutta Shanavasa en fait sont une seule et même personne. Et donc, pour revenir donc, à nos deux textes, à nos deux textes, celui qui succède à Shanavasa, c'est Upagupta. Donc, il est mentionné, Upagupta est mentionné dans différents textes. Alors, les gens se demandent, lorsqu'il est apparu, donc on situe la naissance d'Upagupta par rapport au règne d'Ashoka. Et de ce fait, donc il y a une question qui se pose parce que si effectivement Upagupta était vivant à l'époque du roi Ashoka, nécessairement il a dû avoir une longue vie. Notamment parce qu'il est enseigné que Upagupta a réalisé 100 ans après le parinirvana du Bouddha, et si par exemple il avait une vingtaine d'années à cette époque, eh bien il a dû vivre jusqu'à 130 ans, ou à peu près plus de 100 ans, pour que donc le moment où il réalise le fruit et le moment où le roi Ashoka accède au trône, donc le temps qu'il y a est tel que Upagupta a dû vivre très longtemps. Et donc certains pensent que c'est plausible, mais ça c'est difficile mais c'est à accepter également. Donc ça peut être possible comme ça paraît improbable. Et donc certains érudits disent qu'il y a peut-être confusion du fait qu'il aurait été vivant à l'époque. En fait, qu'il y a pu avoir confusion entre le roi Ashoka et Kala Ashoka. Et notamment, si on se réfère au sutra des questions de Shariputra, qu'est-ce qui est mentionné? Donc, on dit que l'empereur Ashoka vient à l'époque de la dynastie Maurya. Donc, ce qui vient après Upagupta. Et que par conséquent, en suivant ce sutra,
Upagupta, même s'il aurait vécu une centaine d'années, eh bien, il aura quitté ce monde avant la naissance de Ashoka. Et ça colle avec les récits de Taranatha, qui situe la jeunesse du roi Ashoka avec la partie finale de la vie de Ditika, qui succède à Upagupta. Donc, si on considère que le règne du roi Ashoka commence une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha, donc ça serait une erreur. Donc, si on suit donc les récits de Taranatha qui collent avec donc le sutra des questions de Shariputra. Ensuite, si on suit le Samyukta Agama, Upagupta a été prophétisé et dans l'Ashoka Avadana, on décrit que le Bouddha l'avait prophétisé en disant que il enseignera sur les instructions de méditation, deviendra le plus grand des Shravakas, et même s'il n'aura pas de bonnes marques, il disciplinera les êtres comme je le fais. Ensuite, Upagupta confie la charge des enseignements à Ditika. Donc Ditika, c'est l'héritier patriarche qui suit. Donc on dit que Ditika est né à Mathura, certains disent que c'est plutôt qu'il est né à Magadha, et que c'est en fait Ditika qui est un contemporain du roi Ashoka. Donc Upagupta transmet donc la responsabilité d'héritier des enseignements, d'héritier patriarche à Ditika, et son nom apparaît à la fois dans Ashoka Avadana et dans les chroniques de la transmission du Dharma. Et d'après les chroniques, Ditika était né à Mathura, mais Taranatha dit qu'il était le fils d'un riche marchand de Udiyana. Et ensuite, le fait qu'il était contemporain du roi Ashoka, ce n'est pas très, très clair. Mais la raison que donne Taranatha, donc dans son œuvre L'histoire du bouddhisme en Inde, est que dans la deuxième partie de sa vie, Ditika était très souvent malade et que par conséquent, il n'était pas en mesure d'accomplir toutes ces activités telles qu'il le faisait auparavant. Et que Ditika décède à peu près vers la fin du règne du roi Ashoka. Mais là, un point de discussion, donc le point qui est important ici, c'est que aussi bien dans l'Ashoka Avadana que dans les chroniques de la transmission du Dharma, que la grande exposition, ce qui est mentionné, c'est que beaucoup d'écritures sont perdues à l'époque d'Upagupta et que la communauté monastique commence à se fissurer. Et donc par rapport à ces descriptions, donc il apparaît que la lignée des héritiers patriarches se dissout, on peut dire, à peu près à ce moment-là, parce que donc il y a des différences de point de vue fortes qui conduisent à diviser la communauté monastique en différentes écoles, et chaque groupe est très attaché à sa tradition. Et à tel point qu'on imagine mal comment il peut avoir un héritier patriarche qui puisse faire autorité à ce moment-là.
si on considère tous ces écrits. Donc il y a des divisions qui se font et donc chaque partie est très attachée à son groupe et il apparaît qu'il n'y a plus de possibilité qu'il y ait un leader du Dharma, un héritier patriarche qui soit unanimement reconnu. En résumé, on a parlé donc de ces 5 héritiers patriarches. Donc ces 5 forment un peu comme le socle des héritiers. Par exemple, dans les chroniques de la transmission du Dharma, même si on donne une lignée qui est beaucoup plus longue, donc ces 5 héritiers patriarches, ces 5 premiers forment comme le socle de base. Et aussi, dans ces textes que sont Ashoka Vadana et le Sutra Ashoka, dans ces 2 textes, donc il y a on parle de ces 5 patriarches, notamment par rapport à l'époque du règne du roi Ashoka. Et ça, donc cette présentation des 5 générations d'héritiers patriarches, on peut tout à fait le confronter directement avec la description de la transmission du Sud. Et parce qu'également dans la transmission du Sud, il y a donc cette présentation de la lignée du Vinaya en 5 générations. Les 2 se ressemblent. Néanmoins, dans la tradition du Sud, on dit que c'est Mogaliputtatissa qui était le maître racine du roi Ashoka. Donc ça, c'est la principale différence qu'il y a entre la tradition du Nord et la tradition du Sud. Et donc, lorsque l'on confronte ainsi cette présentation du Nord et du Sud, la question qui vient tout de suite, c'est comme il y a beaucoup de similarités entre les deux par rapport à ces 5 premiers maîtres, les 5 générations qui suivent le Bouddha, génération de maîtres. Mais donc ce qui saute de la confrontation de la description du Nord et du Sud, c'est le maître racine du roi Ashoka. Donc là, clairement, il y a une différence entre ces 2 descriptions. Mais on n'a pas besoin d'entrer de suite de cela. On va avoir l'occasion lorsqu'on va décrire la lignée du Sud. Ensuite, voilà la suite. Donc le 3e point, c'est les différences qu'il y a par rapport aux autres collections du Vinaya ainsi que d'autres textes historiques. Donc le premier des 3 points concernant ce sujet, c'est la lignée Mahasandika. Donc là, on vient de voir les 5 héritiers suivant le sutra Ashoka, etc. Donc on va confronter avec notamment la lignée Mahasandika, ce qu'ils disent, notamment dans les écrits du Vinaya, ainsi que les écrits historiques par rapport au texte du Nord. Ensuite, le 2e, on verra la lignée Chan. Et le 3e, on fera une synthèse par rapport aux écrits du Nord, aux descriptions du Nord. Alors, tout d'abord, la lignée Mahasandika. Alors, dans les écrits du Vinaya, dans la tradition du Nord, alors
on ne présente pas clairement la lignée de transmission. Mais néanmoins, dans ces écrits du Vinaya, on présente le nom des Arhats qui étaient présents au deuxième conseil. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que les noms de ces Arhats qui étaient au deuxième conseil, donc vous vous rappelez, c'est 8 Arhats, c'est 8 principaux moines qui ont guidé le deuxième conseil, parmi la grande sangha des 700, etc. Donc, les noms sont mentionnés, mais cela ne correspond pas aux noms donnés dans la transmission du Sud, et ça diffère aussi des textes Sarvastivada. Et là, ce qui montre ici, c'est que dans les écritures dans la lignée Mahasandika, il y a visiblement le souci de mettre sa propre version de l'histoire. Ensuite, on revient au sutra des questions de Shariputra, toujours cette fois-ci dans la lignée Mahasandika. Donc il y a marqué qu'après mon Panirvana, Kasyapa, etc. Et puis ensuite, Kasyapa transmet à Ananda, Ananda à Madhyantika, Madhyantika à Shanavasa, et ensuite Shanavasa à Upagupta, et après Upagupta, le roi Ashoka de la dynastie Maurya apparaît. Et ensuite les sutras et donc ici la particularité dans cet extrait-là, c'est que Madhyantika apparaît entre Ananda et Shanavasa. Donc ça, on avait évoqué déjà ce point de discussion. Est-ce que donc là, le point important ici dans cette version de l'école Mahasandika, Madhyantika est inséré entre Ananda et Shanavasa. Et dans les chroniques de la transmission du Dharma, il est dit en fait que Madhyantika fait partie de la lignée de transmission, notamment par le fait mais qui n'est pas héritier patriarche. C'est un peu comme une lignée parallèle. Il fait partie de la lignée de transmission, mais l'héritier patriarche à qui Ananda confie la charge des enseignements du Bouddha, ce n'est pas lui. Et là également, lorsqu'on regarde le texte Ashokavananda, donc il y a aussi cet aspect de lignée parallèle. Mais suivant la tradition Madhyantika, il est patriarche, il fait partie des principaux. Donc voilà pour les Mahasandika. Ensuite, deuxième, la lignée Chan. De jour, on l'appelle aussi, donc on les connaît aussi la ligne Zen. Vous savez, dans l'histoire du Tibet, le maître chinois Dhyana Hashang. En fait, donc c'est cette lignée-là, la lignée du maître chinois Hashang. On parle aussi de l'école Zen ou Chan. Zen. Et donc, par rapport à cette école, on parle de 28 patriarches, les 28 patriarches, héritiers patriarches de l'Ouest. Alors dans ces 28, en fait, on a les 24 qui ont été évoqués la fois d'avant, issus des chroniques de la transmission du Dharma, et ils en rajoutent 4. Et le dernier, c'est Bodhidharma, c'est important. Le 28e, c'est le maître Bodhidharma. Et donc ça, c'est vraiment spécifique à cette lignée. Nulle part ailleurs, on va retrouver Bodhidharma
avec ces statuts. Et notamment dans les lignées en Chine, le dernier patriarche, c'est le Bodhisattva Maitreya. Mais ici, dans cette lignée Chan, le Bodhisattva Maitreya, en fait, est remplacé par le 28e patriarche qui est Bodhidharma. Et notamment, le point qui est mis en accent ici, dans cette description dans cette lignée, c'est que le Bodhidharma, en fait, c'est celui qui est fondateur de cette lignée Chan, de cette lignée Zen. Et le fait de mentionner Bodhidharma met l'accent sur le fait que c'est au travers de Bodhidharma que la lignée passe de l'Inde vers la Chine. Et ce que l'on peut voir au travers de l'étude de ces descriptions, c'est que l'école Chan, l'école Zen, en fait, lorsqu'elle décrit par ses récits ces 28 héritiers patriarches, elle n'a pas du tout le souci d'avoir un souci historique, mais c'est plutôt vraiment le souci de présenter ainsi cette lignée de 28 patriarches, c'est vraiment de mettre en valeur le fait que la lignée Shan, elle est hors du commun par rapport aux autres lignées plus classiques du bouddhisme en Chine. C'est un peu pour faire contraste avec les lignées en Chine qui se basent sur les sutras et les shastras. Et là, donc, le fait de mettre en valeur ainsi le maître Bodhidharma, qui est notamment le fondateur de cette lignée Chan, c'est une façon de mettre en valeur comme quoi la légitimité, la supériorité de cette lignée par rapport aux autres de Chine. Et ensuite, lorsqu'on regarde les textes du Vinaya par rapport à la transmission du Nord, il y a différents récits. Et en fait, la difficulté, c'est que ces récits, elles s'intéressent plus à la lignée de transmission des vœux, comme on avait évoqué avant, plutôt qu'à la lignée des héritiers patriarches. Et on retrouve en fait cette même similitude par rapport aux descriptions du Sud. C'est-à-dire que dans le Sud également, il y a le souci est plus de décrire la lignée de transmission des vœux que le fait de parler des héritiers patriarches. Et donc cette similitude, comme on va l'évoquer lorsqu'on parlera de les descriptions de la transmission du Sud, donc on n'y a pas besoin de développer ici. Alors ici, dans la deuxième colonne du tableau, vous avez la lignée décrite par rapport à la lignée Chan. La première, on l'avait vu la fois d'avant, c'est par rapport aux chroniques, aux chroniques de la transmission du Dharma. Donc dans un premier temps, on peut dire c'est pareil. Il y a à la nuance de Madhyantika, comme on a vu évoqué, qui pose question, c'est pareil. On a Mahakasyapa en premier, Ananda en deuxième. Ensuite, il y a la façon dont les noms sont écrits est différente, mais pas de souci jusqu'à Ditika. Donc on va dire, c'est clair pour les 5 premiers patriarches. Ensuite, que on inclut Madhyantika ou pas, mais ça reste très clair. Ensuite, les maîtres qui suivent, en grande partie, c'est les mêmes. Ça colle aussi. Il y a quelques noms, mais on va dire c'est anecdotique. Mais dans la lignée, dans les chroniques et la lignée Chen, donc comme on avait évoqué tout à l'heure, en fait la lignée Chen en grande partie, elle prend la lignée donnée dans les chroniques de la transmission du Dharma et elle va rajouter les 4 derniers noms jusqu'à Bodhidharma. Mais là, donc ce qu'on constate, c'est en effet, donc en dehors
de façon anecdotique de quelques noms qui changent, c'est vraiment la même lignée. Jusqu'à 24, Simla. Ensuite, la lignée Chan rajoute Shanawasa, Upagubba, etc. Et le 27e, c'est Sangaraksha. Sangaraksha 27e, 28e, bien sûr, Bodhidharma. Donc voilà. Alors, si on regarde les autres textes du Nord, donc il y a différents textes. Donc, malgré ces différents textes, donc il y a le texte intitulé Les vies des anciens. C'est le texte qui apparaît comme le plus complet, mais néanmoins, c'est un texte qui apparaît plus comme une compilation, comme étant issu d'une seule lignée. Notamment, elle intègre les 4 générations d'héritiers patriarches tirés de la biographie du roi Ashoka, et ainsi que des patriarches qui sont décrits dans d'autres écoles. Et de cette façon, en fait, dans cette œuvre, les vies des anciens, ça paraît vraiment comme une compilation où, en prenant de différentes sources, ils établissent une lignée qui paraît plus longue et ininterrompue. Mais c'est clairement le résultat d'un travail de compilation. Ainsi, pour résumer les différentes descriptions de la transmission du Nord, comme évoqué, il y a cette œuvre Les vies des anciens qui constitue comme une compilation de différentes descriptions. Ceci dit, du fait qu'au sein même de la transmission du Nord, il y ait différentes traditions, cela apparaît également dans, au travers de différences dans la description, notamment au travers de la position du maître Madhyantika. Est-ce qu'il est placé comme parmi les principaux héritiers patriarches ou non? Donc parmi ces héritiers, les plus importants sont les 5 premiers. Ils constituent comme le socle. Et parmi ces 5, le premier c'est Mahakasyapa. Donc lui, il est la force vitale de la communauté monastique après le parinirvana du Bouddha. Son grand accomplissement, c'est d'avoir rassemblé ce premier conseil qui a permis d'unifier la compilation des sutras du Vinaya. Et donc il a vraiment préservé l'organisation et l'unité de la Sangha, et ensuite il a transmis cette responsabilité à Ananda. Ananda, il a eu le privilège d'avoir pu être l'attendant du Bouddha lors de son vivant et d'avoir entendu la plupart des enseignements du Bouddha. Et par conséquent, après le parinirvana de Mahakasyapa, Ananda a conduit la communauté monastique pendant plusieurs dizaines d'années. Il a eu de grandes activités, de grands accomplissements, et par la suite, il a confié cette responsabilité à Shanavasa. Tout en confiant la responsabilité à Madhyantika de diffuser les enseignements dans les régions du Cachemire. Et Shanavasa, en tant qu'héritier patriarche, a confié cette responsabilité par la suite à son disciple Upagupta. Et donc,
entre Shanavasa et Upagupta, il y a un lien de maître à disciple, et Upagupta est identifié comme étant le maître du roi Ashoka. Il est décrit comme ayant accompli de grands miracles, enseigné le dharma, si bien que le roi Ashoka a pris refuge dans le bouddhisme, et à partir donc de l'activité du roi Ashoka, le bouddhisme qui s'était déjà bien diffusé devient comme la religion majeure dans le monde. Et ensuite, Upagupta transmet cette responsabilité à Titika. Puis ensuite, on a parlé dans la transmission du Nord, de la lignée Chan, etc. On a vu dans le détail pas mal de descriptions, n'est-ce pas? Pas besoin de revenir dessus, n'est-ce pas? On peut en rester là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien.